Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Tout de suite, les titres de cette édition. Le président centrafricain Joe Todja a quitté Bangui pour la capitale tchadienne. De quoi vont parler les dirigeants d'Afrique centrale au sommet de N'Djamena qui se tient ce jeudi et vendredi? L'ordre du jour n'est pas connu, il devrait être question de l'avenir politique du pays. On va en parler dans un instant avec Mathieu Mabin à Bangui. L'avenir sécuritaire de la Centrafrique, François Hollande l'a évoqué lors de ses vœux aux armées. Le chef de l'État espère un appui européen avant la fin du mois. Et puis le Soudan du Sud et les combats qui font toujours rage à Bor, cette ville stratégique au nord de Juba. Alors que les pourparlers à Addis Abeba ne progressent pas, le président Salva Kiir refuse la demande préalable des rebelles de libérer des prisonniers politiques. Le président de la transition, Michel Joe Todja, a donc quitté la Centrafrique pour se rendre au Tchad. Un sommet de la CEAC, la Communauté économique des États d'Afrique centrale, va se tenir demain et vendredi. L'ordre du jour n'a pas été rendu public. Selon différentes sources diplomatiques, l'avenir politique du pays devrait être débattu. Mathieu Mabin est en direct avec nous de Bangui. Mathieu, est-ce que vous avez plus de précisions, d'informations sur l'objet de ce sommet ? Écoutez Pauline, vous l'avez dit, le détail du programme n'a pas été communiqué, mais on sait ici, pour avoir échangé avec le Premier ministre Nicolas Tsvangirai et l'environnement du président de la transition Michel Joe Todja, qu'il sera essentiellement question de l'avenir politique de la Centrafrique qui sera débattu parmi les chefs d'État d'Afrique centrale, les pays contributeurs de la CEAC qui arment cette force africaine internationale, la MISCA, qui participe à la sécurisation et la protection de Bangui et de la Centrafrique. Il sera donc évidemment question de sécurité. La situation sécuritaire dans Bangui et en Centrafrique en général depuis les 4 dernières semaines a été un réel sujet de préoccupation, pas seulement pour les nations africaines. La dégradation de la situation sécuritaire a été réelle dès le 5 décembre dernier, au moment où une offensive coordonnée a été menée contre les principales casernes de ce qui se passe aujourd'hui pour les forces armées de Centrafrique. L'ex-Seleka, mieux connu sous le nom de ex-Seleka. La situation sécuritaire s'est considérablement dégradée dès le 5 décembre. Il s'agira donc d'étudier les possibilités d'un retour au calme dans Bangui et en Centrafrique, retour au calme sans lequel il est impossible d'envisager l'avenir politique du pays. Mathieu, vous évoquiez à l'instant la situation sécuritaire du pays. Cela fait plus d'un mois que l'opération Sangaris a été déclenchée. Quel bilan peut-on tirer de cette situation de la sécurité à Bangui notamment ? Alors il y a un point à souligner, vous avez raison, nous vous rapportons presque quotidiennement maintenant depuis un mois les incidents qui émaillent la capitale, qui frappent la capitale. Toutes les nuits on entend tirer dans Bangui et les informations, les faibles informations, les maigres informations qui nous arrivent de la province nous disent à peu près la même chose. Maintenant il est quand même assez essentiel de souligner une progression, une nette progression au cours des 15 derniers jours. Les 15 jours qui ont suivi le 5 décembre, les ONG ici et la force internationale comptabilisaient les morts parfois par centaines. Il n'est plus du tout question de cela désormais. Il y a toujours des incidents dans les quartiers, toujours quelques exactions, mais les chiffres des exactions et leur intensité est en nette baisse depuis 2 semaines maintenant. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Mathieu Mabin, en direct de Bangui. L'opération française en Centrafrique, François Hollande l'a à nouveau justifiée aujourd'hui lors de ses vœux aux armées. Le président français qui a dit espérer une aide prochaine de l'Europe dans le pays. Écoutez. L'Europe s'impliquera davantage. Un conseil des ministres des Affaires étrangères européens est prévu le 20 janvier. Et ces ministres décideront des moyens à accorder pour que l'Europe soit présente, pour que le drapeau européen soit également planté là, en Centrafrique, en soutien humanitaire, puisque c'est de cela que l'Europe doit essentiellement se préoccuper. Et puis un dernier mot pour clore ce dossier sur la Centrafrique. Le Rwanda va envoyer sous une dizaine de jours un contingent de 800 hommes en Centrafrique. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo. La mission de l'ONU au Congo a fait savoir qu'elle s'inquiétait pour la stabilité du pays. L'ONU qui signale notamment des infiltrations d'hommes armés venus de Centrafrique, dans le nord. Les Nations Unies qui s'inquiètent également de la situation dans le sud-est du pays, au Katanga. De nouveaux combats ont opposé ce mercredi des rebelles Maï-Maï à l'armée congolaise près de Lubumbashi, la 2e ville du pays.
Sur le terrain au Soudan du Sud, à présent, des combats ont eu lieu près de la ville de Bor, au nord de Juba. Des combats qui aggravent encore la situation humanitaire dans le pays. Tandis qu'à Addis Abeba, les pourparlers sont au point mort. Les discussions achoppent toujours sur la question de la libération de prisonniers politiques. Nicolas Germain. À Addis Abeba, le gouvernement sud-soudanais est confiant. Il estime que les combats vont cesser bientôt. De notre côté, nous sommes optimistes. Nous pensons pouvoir signer un cessez-le-feu prochainement. Autre son de cloche du côté des rebelles qui exigent la libération immédiate de leurs prisonniers. Nous avons reçu un rapport disant que nos prisonniers sont maltraités. Nous sommes inquiets pour leur sécurité. Nous avons écrit au bloc régional IGAD. Nous attendons le retour de notre envoyé spécial à Juba. À Juba, ces civils crient leur ras-le-bol des combats et demandent au président Salva Kiir et à son rival Riek Machar de déposer les armes. Nous, la société civile, demandons fermement aux deux belligérants d'entamer immédiatement un dialogue pour résoudre leurs différends politiques de façon non violente. Les affrontements font grossir chaque jour le nombre des déplacés dans la base de l'ONU à Juba. À l'entrée, on vérifie que les nouveaux arrivants ne sont pas armés. La semaine dernière, le camp a été attaqué et l'ONU a demandé plus de casques bleus. Nous attendons des renforts la semaine prochaine. 350 Népalais doivent arriver. Nous attendons aussi des troupes rwandaises et ougandaises pour consolider la force onusienne. Le processus est lent, mais il est en place. Depuis la mi-décembre, quelques 200 000 personnes ont fui leur maison et les Nations Unies affirment que ce chiffre pourrait doubler rapidement si les combats ne cessent pas. En Somalie, le Puntland a un nouveau président. C'est un ancien Premier ministre somalien, Abdi Weli Mohamed Alila, qui a été élu à la tête de cette région semi-autonome de Somalie, région qui est la cible régulière d'attaques islamistes. Il a été élu avec une voix seulement de plus que le président sortant, Abdourahmane Mohamed Farolé. À Madagascar, Robinson Jean-Louis se dit prêt à accepter sa défaite, même si le candidat proche de l'ex-président Ravalomanane dénonce des fraudes massives. Il a indiqué aujourd'hui qu'il accepterait une défaite si elle était confirmée par la Cour électorale spéciale. C'est son rival, Eri, le candidat du pouvoir, qui a été donné vainqueur du scrutin présidentiel du 20 décembre dernier avec 53% des voix, résultats finaux de la commission électorale. Après 3 jours de manifestations à Tel Aviv, les migrants africains poursuivent leur mouvement à Jérusalem. Plus de 10 000 demandeurs d'asile entrés illégalement en Israël se sont rassemblés ce mercredi devant la Knesset, le Parlement. Ils dénoncent notamment la politique d'immigration du gouvernement israélien. Et on passe à la grogne sociale en cours au Bénin. Une grève générale de 48 heures a été décrétée dans le pays, une grève qui a été bien suivie dans les administrations ces 2 derniers jours. Elle sera reconduite chaque semaine tant que les syndicalistes n'auront pas obtenu satisfaction. Les revendications sont sociales et salariales, mais depuis la répression d'une manifestation fin décembre, lors de laquelle des responsables syndicaux ont été blessés, ils demandent le départ de ceux qu'ils jugent responsables. Écoutez le secrétaire général de la Confédération des travailleurs béninois. Nous avons estimé que ce qui s'est passé ici le vendredi 27 décembre 2013 est grave et gravissime. C'est du jamais vu depuis 1990. Nous avons demandé et insisté que M. Placide Azandé, le préfet de l'Atlantique littorale, soit limogé purement et simplement, et que le commissaire central de la ville de Cotonou soit déplacé. Et le secrétaire général de la Confédération des travailleurs du Bénin était au micro d'Emmanuel Sodji, notre correspondante. Didier Drogba investit dans le secteur de l'or en Côte d'Ivoire. La star ivoirienne de football international a pris 5% de part dans le capital d'une société qui exploite une mine d'or dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan a salué ces investissements, je cite, importants de la part de la star internationale, qui est un modèle, a-t-il ajouté, pour la plupart des Ivoiriens. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Je vous retrouve dans 1 heure pour une nouvelle édition, mais restez avec nous tout de suite. Vous retrouvez Aude Le Christ pour la suite de Paris Direct.